Bonjour ou bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, fidèles internautes, très ravi de vous retrouver sur TLR TV et bienvenue dans votre émission Droit de savoir. La misère et la pauvreté dans lesquelles sont plongés actuellement les Congolais seraient-elles vraiment du fait de la chute du prix de baril de pétrole qui justifierait la crise économique et financière au Congo-Brazzaville ou simplement une stratégie de gouvernement, c'est-à-dire maintenir une population dans la précarité, dans la misère pour mieux l'assujettir? Voilà les préoccupations auxquelles va tenter de répondre notre invité aujourd'hui, Monsieur Alphonse Maboussou, consultant en expertise pétrolière et secrétaire général du Congrès pour la Renaissance du Congo. Moi, c'est Christian Perrin. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur TLR TV et la tradition m'oblige de m'acquitter d'un devoir, c'est de vous souhaiter bonne et heureuse année 2022. Santé, amour, joie et prospérité. Bonjour monsieur Alphonse Maboussou. Bonjour monsieur Christian Perrin. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur notre plateau. À vous aussi, bonne et heureuse année 2022. Je vous souhaite une très bonne et heureuse année autant. En tout cas, merci et c'est un plaisir pour moi. Alors, monsieur Alphonse Maboussou, le Congo vient de prendre la présidence tournante, bien entendu, de l'Organisation des pays exportateurs du pétrole, l'OPEP. Quelle signification peut-on donner à ce poste et à cette accession, bien entendu, au poste du président ou de présidence de l'OPEP? Qu'est-ce que cela signifie pour le Congo? Merci beaucoup pour cette question. Pour les Congolais ou pour le Congo, c'est un non-événement parce qu'il s'agit purement et simplement d'une direction tournante, voilà, de cette institution par rapport aux 13 membres qui la constituent. Donc, le tout revient au Congo. Ils vont passer l'année à gérer donc l'institution, mais il y a un secrétariat permanent qui existe en Autriche, à Vienne, qui est chargé effectivement d'assurer les missions de l'OPEP, notamment s'assurer que le pétrole peut se vendre au bon prix sur le marché international en respectant les quotas qu'ils se fixent les uns les autres. Voilà. Sachant qu'il y a des grands pays producteurs de pétrole de par le monde qui ne font pas partie de l'OPEP, comme les États-Unis. À cet effet, le Congo a donc intégré cette organisation pour trouver des voies et moyens lui permettant, des lobbies, voilà, lui permettant à se faire une petite place au soleil. Et comme quoi, lorsqu'on est membre de cette organisation, automatiquement, on deviendra un jour donc président de cette organisation, puisqu'elle est tournante, la présidence de cette organisation. Effectivement, effectivement. Donc, c'est un non-événement. Il y a un secrétariat permanent qui tourne, qui fonctionne normalement, voilà. Mais est-ce que cela ne pourra pas, évidemment, aider finalement le Congo, j'allais dire, pour être beaucoup plus transparent, non? Les questions de transparence ne sont pas traitées à ce niveau-là, ça n'a rien à voir. Vous savez, au même titre que le Congo a traficoté sa comptabilité pour présenter une comptabilité propre au Fonds monétaire international, il en est de même avec l'OPEP, parce que c'est le Congo qui fournit sa production, voilà, à l'OPEP, qui, dans une moulinette, rassemble la production des différents pays membres et celle des autres pays pour essayer de tirer une médiane, donc qui est présentée, cette médiane, sur la place internationale pour que le prix du baril soit influencé par rapport à cela, à tous ces paramètres. C'est ni plus ni moins cela, voilà, rien d'autre. Donc, le Congo peut trafiquer effectivement sa production et donner à l'OPEP ce qu'il veut, voilà. Donc, ça n'a rien à voir, ça ne va pas du tout corriger l'opacité autour, la gestion du pétrole congolais tel qu'on l'observe aujourd'hui, parce que finalement, le commun des Congolais, je vais terminer ma question, le commun des Congolais pense que le pétrole congolais est pris en otage par le clan de Denis Sassou Nguesso. Donc, ça ne va à rien régler, ça va continuer comme ça. Ça ne peut empêcher la vente des cargaisons fantômes et encore moins
le traficotage qui se fait avec les différentes sociétés bidons qui accompagnent le pouvoir dans le cadre de l'activité pétrolière. On en parlera. Alors, j'allais vous poser également la question que voici. Alors, depuis un certain temps, on n'entend plus la phrase qui était devenue fétiche, hein, dans tous les discours d'ailleurs des gouvernants congolais, comme quoi la crise économique et financière que traverse le Congo était due à la chute du prix du baril de pétrole. Alors, on a donc finalement laissé place cette fois-ci à la crise, disons sanitaire, due au coronavirus, le Covid-19. Comment peut-on interpréter ce basculement? Parce que pendant pratiquement 2, 3, voire 4 ans, on nous a teinté les oreilles, nous disons la crise économique et financière était due à la chute du prix du baril de pétrole. Et tout d'un coup, depuis 3 mois, voilà, volte-face, on ne parle plus de la chute du prix du baril de pétrole. Désormais, c'est la crise sanitaire. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Il y a une embellie financière au niveau des recettes pétrolières du fait de l'augmentation du prix du baril, qui oscille autour de $80 aujourd'hui, depuis quasiment 3 mois, un peu plus de 3 mois. Donc, l'État arrive à trouver donc, l'équilibre de sa comptabilité par rapport à cela. Et voilà pourquoi il y a motus, voilà, par rapport à ce sujet. Donc, vous savez, la misère est partagée par tous, mais la richesse n'est pas l'apanage de tout le monde. Voilà. Comme pour dire que lorsque ça ne va pas bien, on se met à crier sur tous les toits que la crise est due à la chute du prix de baril de pétrole, mais dès lors qu'il y a, disons, de l'argent qui entre, quand le pétrole se vend bien, à ce moment-là, on ne fait plus de bruit. Vous avez dit tout à l'heure, le prix de baril est passé à 80, par là, $80 le baril. Mais qu'est-ce qui explique que finalement, lorsque les deux chambres du Parlement congolais ont voté la loi des finances de l'État, bien entendu, notamment le budget de l'État, exercice 2022, on a entendu dire le président de l'Assemblée nationale, si le FMI ne nous vient pas en aide financière, on est mort. En un mot, si on n'a pas un accord avec le FMI, on ne pourra pas financer le budget de l'État, exercice 2022, alors que le pétrole se vend bien. Notons que le budget, la loi de finances, exercice 2022, est estimé à plus ou moins 1935 milliards 253 millions de recettes et 1521 milliards 15 millions de dépenses, qui serait donc, vous voyez, un petit décalage de plus ou moins 400 et poussières millions qu'ils iront solliciter auprès des banques, institutions financières du Bretton Woods qui sont reconnues pour pouvoir équilibrer donc ce budget. Voilà les chiffres qui sont officiels, mais entre-temps, n'oubliez pas que parfois dans les caisses de l'État, il n'y a pas l'argent, mais à la fin du mois, on apprend que les fonctionnaires sont payés. Donc l'argent vient bien forcément de quelque part, d'où personne ne sait. Voilà. Et le Congo est géré comme ça. N'oubliez pas aussi qu'au Congo, tous ceux qui sont au sommet de la hiérarchie sont payés en numéraire, en commençant par certainement le président lui-même. Lui, il se sert dans les caisses de l'État, mais vous connaissez les ministres, les parlementaires, ils sont payés à la main. Dans aucun pays au monde. Monsieur Alphonse Maboussou, qu'est-ce que vous nous apprenez là? Ils sont payés à la main comment des gens qui gagnent à la rigueur en moyenne 15 millions de francs CFA chaque mois et ils sont payés à la main. Ils sont payés en numéraire, oui, à la main, chacun d'eux. Comment ça? Au secrétariat général du gouvernement, chez les questeurs auprès des assemblées, voilà. Il faut poser la question aux Congolais. Cela veut dire qu'il y a quelqu'un qui est chargé d'amener les mallettes d'argent pour aller payer ces personnes-là, ces autorités-là. C'est cela. Tout à fait. Donc, ça veut simplement dire que de l'argent circule à foison au Congo. Voilà. Et comment, entre le Trésor et ces différentes institutions, cherchez à comprendre vous-même l'erreur. Alors, cela veut dire que un pays comme cela peut aller vers le développement, ça m'étonnerait. Comme quoi, le Congo n'a pas
un problème d'argent. Vous avez tout compris. Et toutes ces entourloupes sont connues des institutions financières internationales. N'oubliez pas qu'ils ont des représentants au Congo, que ce soit les États étrangers ou dans le cadre des mouvements consulaires ou quelque chose comme ça, les ambassades. Et il en est de même des institutions financières. Ils ont des représentants. N'oubliez pas aussi que Yahya Moussa avait été corrompu, qui est du FMI, pour couvrir toutes ces méfaits de gestion à la congolaise. Ce sont des faits vécus. Voilà. On ne peut pas, ils ne peuvent pas. Évidemment, lorsque vous dites ça, vous me rappelez. Et Strauss-Kahn, nous sommes vous couper la parole, Dominique Strauss-Kahn, qui était président ou secrétaire général, ou je ne sais pas, du FMI. On l'a bien utilisé pour traficoter les comptes du Congo auprès du FMI. Vous voyez, donc les pratiques sont courantes et connues de tous. Alors, en définitive, l'argent du Congo est thésaurisé quelque part dans les villas de ces personnalités politiques, sinon dans les tombes. Parce qu'évidemment, cela me rappelle un fait qu'on nous a raconté, et ça a été vérifié, c'est vrai, c'est que le jour où on décide de l'évacuation sanitaire de Guy-Brice Parfait-Kolela, c'est qu'on appelle ses proches à aller chercher l'argent pour, évidemment, l'évacuation sanitaire, c'est 100 millions de francs CFA. Et ces 100 millions de francs CFA ne sont pas sortis du trésor, ils sont allés chercher ça chez le trésorier payeur général, chez lui à la maison. Et dans le même temps, on peut dire aux Congolais que finalement, il n'y a pas l'argent. Bref, c'était une parenthèse. Mais lorsqu'on revient sur les chiffres du pétrole au Congo, est-ce que cela ne peut pas permettre au Congo de financer son budget réellement? D'abord, combien on fait par mois et combien le Congo gagne, disons, par année avec son pétrole? Est-ce qu'on peut avoir ces éléments-là? Vous savez, la comptabilité pétrolière du Congo est complexe. On vous présente ce que l'on veut vous présenter et on couvre la réalité des faits. Il en est de même des sociétés qui exploitent ou qui explorent au Congo. Donc ça, c'est un autre sujet que je ne voudrais pas étaler ici, mais on aura l'occasion d'en parler un jour, en faisant la lumière à partir des données objectives en notre possession. Maintenant, le Congo, dans le cadre du budget de exercice donc 2022, les recettes pétrolières sont approximativement de 1086 milliards de francs CFA, officiellement, c'est ce qu'ils annoncent. 1086 milliards de francs CFA, repartis de la façon suivante. 1000 milliards et 500 millions pour les ventes de cargaisons officielles. Les cargaisons fantômes, on n'en parle pas. 3 milliards pour les recettes de la zone d'unitisation, c'est-à-dire la zone que nous avons en partage avec l'Angola. 25 milliards pour le bonus pétrolier. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure parce que le bonus pétrolier concerne principalement le démantèlement des plateformes. Ce serait de l'argent qu'on aurait dû placer quelque part pour que le jour où on démantèle ces plateformes, on utilise cet argent. Mais cet argent intègre le budget. Ça veut dire qu'il va être consommé. Et on va laisser les patates chaudes aux générations futures qui auront la charge de démanteler donc ces plateformes demain. Alors que voilà, les intérêts liés à cette manne auraient pu permettre effectivement de régler les problèmes des générations futures. Oui, mais évidemment, le dernier point, deux derniers points, il y a 1 milliard et 500 millions qui vont dans la redevance superficielle et puis 15 milliards de recettes exceptionnelles. Voilà. Donc, évidemment, tout cela a été globalement, ça représente globalement 1086 milliards de recettes pétrolières. Oui, mais plus de 1000 milliards de recettes pétrolières, cela a dû être estimé sur un coût donné, notamment, par exemple, la marge sur le pétrole. À ce moment-là, on calculait sur, je crois, $50 le baril, à ce que je sache. Et aujourd'hui, le baril est passé à $80. Ça veut dire qu'il y a une marge. Il y a un delta, effectivement, il y a un delta énorme
qui peut couvrir, qui peut permettre au Congo d'avoir un budget plus conséquent que celui que l'on nous présente. Si vous ajoutez à ce delta les cargaisons de AOGC, qui est une société fantôme, de Ifouret, de Continent, de Petro-Congo, de Petro-Quilou, de Orion Oil, de WNR, qui est une société, qui est un trader, mais qui se retrouve producteur de pétrole au Congo, de EMLA, n'oubliez pas que cette société norvégienne, les deux fondateurs de cette société sont en procès actuellement, okay? De Winghua, qui est aussi une société, on dit entre parenthèses chinoise, mais je doute fort que ce soit une société chinoise parce que ce sont les Congolais et les Chinois qui se sont mis ensemble pour créer cette société et se partager la plus-value de cette production à l'extérieur. Et Congorep, qui constitue donc le consortium du Congo avec Perenco. Donc, toutes les productions de toutes ces sociétés ne font pas partie intégrante de ce qu'on nous déclare. Donc, vous pouvez comprendre avec moi qu'il y a un cartel de mafieux qui est au sommet de notre État. Voilà. Et qui se la coule douce. Évidemment, la plupart des sociétés... Congolais que voilà, le pays est en crise alors que le pays ne l'est pas. Alors, la plupart de ces sociétés, apparemment, appartiendraient aux membres du clan Denis Sassou Nguesso. On se pose la question, comment ont-ils fait pour en arriver là, lorsqu'on sait que c'est une famille où il n'y a jamais eu des grands-pères industriels, il n'y a jamais eu des grands-pères hommes d'affaires. Tous sont arrivés probablement à l'arrivée d'ailleurs de Denis Sassou Nguesso lorsqu'il est revenu au pouvoir par les armes, donc il y a à peine 24 ans de cela, et tous sont devenus des gros milliardaires avec les sociétés pétrolières au Congo-Brazzaville. Effectivement, amusez-vous à aller sur Internet, vérifier les dates de création de ces sociétés, ça tourne entre 2002 et 2008. Toutes. Même les sociétés étrangères comme WNR et EMLA, la jonction, ça dit que les gens ont fait des montages parce qu'ils sont tombés sur une vache à lait qu'est le Congo. Et comme ils naviguent à travers le monde entier pour aller chercher effectivement ceux qui peuvent faciliter leur mafia, ensemble avec eux, ils viennent et ils dilapident l'argent du Congo. Voilà. Mais toutes ces sociétés vont avoir des comptes à rendre demain, quand le Congo sera vraiment ce Congo nouveau, que tous les Congolais formulent de leur vie. Voilà. Ils rendront des comptes. Alors, monsieur Alphonse Maboussou, je sais que vous êtes expert en la matière. J'ai bien envie de vous poser une question bien précise. Le pétrole congolais appartient à qui exactement? Vous savez, la kleptomanie, le népotisme, le clientélisme sont devenus la règle au sommet de l'État, au sein des administrations et dans l'attribution des marchés publics ou privés au Congo. Donc, on a créé dans le cadre de la congolisation de l'activité pétrolière des sociétés, ces sociétés bidons-là, okay, appartenant toutes aux dignitaires. Je veux dire à une seule personne, donc celui qui gère le Congo. Voilà pourquoi ils ne veulent avoir des comptes à rendre à personne, d'où la dictature qui est imposée au peuple congolais. Voyez-vous? Donc, le peuple est muselé, personne n'a droit à la parole, tout est, c'est une nébuleuse qui exerce au sommet de l'État. Voilà, une nébuleuse. Donc, on traficote aux élections, il y a une force coercitive qui est là, qui agit sur le peuple par rapport aux opinions, et vous avez tout au centre de cette nébuleuse les affaires, voilà, les affaires. Et aujourd'hui, le fils est affublé d'un pouvoir lui permettant de sillonner le monde entier pour faire venir tous les mafieux du monde pour pouvoir transformer peut-être le Congo, c'est-à-dire ramener l'argent qu'ils ont volé, planqué en Chine et dans les autres paradis fiscaux, pour faire en sorte qu'ils deviennent des chevals blancs aujourd'hui, parce que l'argent aura été lavé à travers leur banque qu'ils appellent BSCA, la banque sino-congolaise pour l'agriculture. Peut-être qu'on pourra en parler encore un peu plus tard. Donc, le pétrole du Congo appartient à un clan. Ça n'appartient nullement aux Congolais. Je vais vous parler de deux faits. Est-ce que
Antoinette Sassou Nguesso peut nous dire avec quel argent elle a construit un immeuble R5 qu'elle a imposé à Eni, boulevard Charles de Gaulle, à Pointe-Noire. Elle a donc fait louer cet immeuble R5 à Eni pendant 5 ans, plus de 5 ans même, à hauteur de 110 millions de francs CFA par mois. Eni se rendait compte qu'il perdait de l'argent, que c'était surfacturé et ça ne pouvait pas continuer comme ça. Ils ont décliné l'offre plus de 5 ans après. Antoinette Sassou Nguesso peut nous dire où est-ce qu'elle a eu tout cet argent à elle seule, alors que Pointe-Noire est dans la poubelle. Deuxième fait, le port d'Oyo. Qu'est-ce que ce port apporte au budget de l'État congolais? On crée des investissements de prestige juste pour faire honneur, pour faire plaisir au prince qui a pris le Congo en otage. Monsieur Alphonse Maboussou, lorsque vous répondiez à nos dernières questions, j'ai semblé comprendre que le Congo a beaucoup, mais vraiment beaucoup d'argent, engrange beaucoup d'argent avec son pétrole, mais de l'argent qui finalement est dilapidé. Les Congolais ne comprennent pas par où passe cet argent. Est-ce qu'on peut penser que c'est ce qui a poussé à Denis Sassou Nguesso, comme il aime bien faire des promesses qu'il ne tient jamais? On se souviendra, en 2011, il faisait des grandes promesses. Et je préfère d'abord inviter nos téléspectateurs et vous-même d'ailleurs à suivre cet élément et on reviendra là-dessus pour un commentaire. Suivez. Pour 2011, un autre temps que nous consacrerons entièrement à la marche résolue du Congo vers le progrès. Le progrès, c'est l'eau potable pour tous. C'est l'électricité pour tous. C'est l'assurance, la bonne santé pour tous. C'est la bonne éducation pour tous. C'est le logement décent pour tous et c'est l'emploi pour tous ceux qui sont en âge de travailler. Vraiment, c'est chiant vraiment ici à Bakongo. Pour avoir de l'eau, c'est... Bien voilà, c'est Denis Sassou Nguesso qui promettait aux Congolais monts et merveilles, comme qui dirait. Nous sommes là en 2011. Aujourd'hui, 2022, donc 11 ans plus tard, on peut dire ça comme ça. Quelle impression vous avez lorsque vous suivez de tels discours, Monsieur Alphonse Maboussou, lorsqu'on sait que le Congo a beaucoup d'argent, a du pétrole qui est bien vendu en plus? Vous savez, le résultat de ce discours, 11 ans plus tard, aura été la planque de plus de 50 000 milliards de CFA à l'extérieur. Si vous prenez les 14 000 milliards, les Panama Papers, les Pandora Papers, l'argent qu'on mettait de côté dans le budget de l'État, ce budget qui est surfacturé à hauteur de, je ne sais pas, si on remonte en 97, ce budget était moindre, je veux dire l'assiette de la solde des fonctionnaires. Mais aujourd'hui, il a été multiplié par, je ne sais pas, 7 ou 8. Si les milices qui sont entretenues dans la République pour maintenir le Congo dans un état de témérité, il faut bien que ces gens-là soient payés. L'argent doit provenir de quelque part. Les armes qu'on va acheter à gauche et à droite pour faire la guerre avec qui? Personne d'autre. Sinon que intimider le peuple, le pauvre peuple qui est déjà dans la souffrance. Vous voyez, pendant 2 fois, alors qu'ils ont eu une embellie financière au Congo, ils ont projeté de faire ce qu'ils ont appelé le PND, Plan National de Développement, sur 5 ans. La première fois, 2000, je ne sais pas, 5 ou 2000, je ne sais pas, 11, ça n'a pas marché. La deuxième fois, 2012, je ne sais pas, 2017, ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, on nous projette la même chose 2022-2026. Vous voyez, en surfacturant les projets, comme pour, écoutez, faire plaisir aux Congolais, pour leur dire, bon, maintenant,
nous sommes prêts à vous apporter le devenir que vous souhaitez tant. Et dans tout cela, il faut prendre Alors aussi en que compte lorsqu'il y l'annulation de la avait dette du Congo. l'embellie, ils n'ont pas pu le faire. Oui, j'étais en train de dire, dans tout cela, il faut prendre en compte aussi l'annulation de la dette du Congo dans les années 2010. Ah, tout à fait, tout à fait. Il faut intégrer cela aussi. Voilà. Donc, tout cela a permis au Congo de sortir la tête de l'eau. Ils n'ont pas pu réaliser un seul plan, sinon que ce qu'ils ont appelé municipalisation accélérée, pour, une entourloupe pour dilapider l'argent de l'État, parce que les factures ont été surfacturées, les investissements ont été surfacturés, tout le monde partait avec sa petite mallette chercher l'argent au trésor public. Une caste s'est servie sur l'argent de l'État. Et aujourd'hui, vous avez les Panama et les Pandora. Hein? Les sociétés comme les Eker et les autres qui avaient été créées peut-être pour aider l'État à avancer ont été fermées. Pourquoi? Parce que ces gens-là n'ont pour horizon que le bout de leur nez. Vous voyez? Donc, ils ne peuvent rien apporter à la République. Je suis désolé. Ils ne peuvent rien apporter à la République. Alors, Monsieur Alphonse Maboussou, on va faire une petite projection. Dans le cas où, par exemple, le pétrole congolais était bien géré, avec tout l'argent qu'on s'est engrangé disons, à travers ce pétrole, qu'est-ce qu'on pouvait faire au Congo avec cet argent, avec quelle masse d'argent, par exemple? Parce que tout à l'heure, vous avez dit il y a beaucoup d'argent qui a été dilapidé. Vous avez parlé des 14 000 milliards. C'est quand même 5 ans de budget de l'État congolais, 5 ou 7 ans, comme ça, de l'argent parti en fumée. Et si on essaie de prendre les 5 500 milliards que détiennent 5 ou 6 dignitaires de ce régime dans les paradis fiscaux, on se rend compte que c'est beaucoup d'argent. Est-ce qu'on peut faire une petite projection si jamais le pays ou l'argent du pétrole congolais était bien géré? Que pouvait-on faire avec? S'il vous était donné, en fait, je préfère poser la question comme ça, s'il vous était donné la possibilité de gérer le Congo avec cet argent, qu'aurez-vous fait? Permettez-moi de rêver. S'il nous était donné de gérer le Congo avec cet argent, tout cet argent qui est planqué, première mesure, c'est de faire le recensement de la population. Même le président de la République, le chef de l'État, parce que pour moi, ce n'est pas un président de la République, le chef de l'État aujourd'hui, il estime sa population. Donc, il n'est même pas en mesure de savoir exactement combien nous sommes. Donc, les bases statistiques partiraient effectivement de la population et de l'habitat pour se projeter. Il faut donner du travail aux jeunes. Donc, les revenus du pétrole seraient donc placés et les intérêts de ces revenus auraient permis de donner du crédit aux familles pour relever le niveau de vie, effectivement, du Congolais. Il faut réurbaniser nos villes et les agglomérations qu'il y a autour de nos villes pour rendre la cité plus belle que ce qu'on nous présente aujourd'hui. Il faut aller vers les solutions de décentralisation, c'est-à-dire permettre à chaque département de s'auto-gérer pour que demain, ces départements apportent la plus-value dont l'État a besoin pour se développer, pour son devenir. Il faut créer des trusts. Le seul bien que le Congolais dispose aujourd'hui, c'est la terre. On ne peut pas distribuer cette terre aux étrangers. Il faut créer des trusts, c'est-à-dire un consortium entre l'État, les propriétaires terriens, les communautés villageoises, les jeunes qu'on délogerait des villes pour aller donc se stabiliser dans ces zones pour pouvoir faire l'agriculture, la pisciculture, l'élevage et tout ce qui est halieutique et autres, plus l'État. Donc, ces 5 entités, plus éventuellement les investisseurs étrangers, se constitueraient en trust pour créer des richesses à hauteur de 51 pour les nationaux et 49 pour l'étranger. L'étranger peut ramener sa production là où il veut, il n'y a pas de problème, pourvu qu'il paie les taxes. Et les Congolais conserveraient leur richesse au Congo pour
accompagner tout gouvernement qui existerait. Vous voyez, que ce soit vous ou moi qui serait aux affaires, ce seraient des lobbies qui accompagneraient effectivement l'État parce que le pouvoir d'achat serait visible du point de vue de ces activités. Vous voyez? Maintenant, vous accompagnez cela avec une bonne santé, la mutualisation de la santé, ok, et la solidarité. Nous avons des personnes de troisième âge qui ont besoin de vivre, mais il faut leur apporter un pécule. Je vous prends un exemple. Le budget du Sénat est de 10 milliards 662 millions. Si on prend ce budget, le Sénat déjà ne sert à rien au Congo. Si on prend ce budget, parce que 95% de ceux qui sont au Sénat sont des gériatres, des gens qui peuvent intégrer l'autre couche des personnes du troisième âge, à qui l'on distribuerait 70 000 francs de pécule par mois pour leur devenir. Voilà des solutions où tous les Congolais peuvent se reconnaître parce que faisant partie intégrante de la gestion de la collectivité sur la base des richesses que produit le pays. Et non les discours qu'on nous balance, ça et là, juste pour vous servir, voilà quoi. Évidemment, il est permis de rêver et cet argent pouvait permettre évidemment de faire beaucoup de choses et probablement que certains ne nous croient pas. Je vais une fois de plus inviter nos téléspectateurs à suivre ce petit reportage qui porte sur un hôpital au Niger, bien entendu, qui a été construit avec 40 milliards de francs CFA. Vous verrez comment il est bien doté, bien construit, et on pourra faire la comparaison avec les sommes faramineuses qu'on nous cite au Congo-Brazzaville, et donc quand on regarde les structures sanitaires ou les bâtiments construits, on se pose parfois la question et pourquoi les gens agissent ainsi. Suivons d'abord ce reportage et on revient sur notre plateau. Situé dans la périphérie nord de la capitale, l'hôpital de référence de Niamey a été financé et construit par la Chine pour un coût de plus de 45 milliards de francs CFA, soit 80 millions de dollars américains. Cet hôpital est aujourd'hui une fierté pour le pays et une opportunité pour les populations qui n'ont plus besoin d'aller se faire soigner à l'étranger. Nous sommes de la 20e délégation chinoise au Niger depuis 3 mois. Nous avons 36 médecins spécialistes chinois et notre but est d'accompagner le Niger dans le domaine de la santé. Nous nous occupons très bien de nos patients ici. Nous avons aussi installé de nouvelles sections comme le centre d'examen médical. L'hôpital de référence de Niamey est équipé de 500 lits, 14 salles d'opération, matériel de pointe, 23 chirurgiens, 5 départements avec différents services. Dans presque tous les services, les médecins chinois travaillent en toute collégialité aux côtés de leurs collègues nigérians pour le bonheur et la satisfaction des patients. L'hôpital est en train d'essayer d'articuler beaucoup de son activité autour de la chirurgie cardiovasculaire, la cardiologie interventionnelle et la neurochirurgie. Actuellement, l'hôpital général de référence est le seul hôpital du Niger et l'un des rares hôpitaux de la sous-région en Afrique disposant d'une table de coronarographie où il est possible de faire de l'angiographie diagnostique mais également thérapeutique. À côté de cela, nous avons aussi la chirurgie cardiaque. Alors la chirurgie cardiaque, c'est la chasse gardée de l'hôpital général de référence actuellement. Depuis avril dernier, l'État du Niger a décidé de réduire de manière significative les coûts des évacuations sanitaires à l'étranger en orientant les ministres et les députés dans cet hôpital de référence. Selon les statistiques... Bien voilà, vous venez là de suivre ce reportage qui a porté sur la construction d'un hôpital au Niger qui a coûté 40 milliards, mais vous avez vu le standing de cet hôpital. Et comme je disais tout à l'heure, il est permis donc de rêver. Si le Congo était bien géré, c'est sûr et certain qu'il serait devenu cette petite Suisse qu'on nous avait déjà promis. Alors, monsieur Alphonse Maboussou, tout à l'heure, vous parlez du budget de certaines institutions, certainement qu'on va revenir là-dessus. Question de faire une petite comparaison avec les budgets qu'on alloue parfois à certaines institutions. Je vous avais dit tout à l'heure, le Sénat, c'était combien et la présidence, c'est combien déjà?
Le Sénat, si j'ai bonne souvenance, c'est 10 milliards 662 millions. Voilà, et poussière. Voilà. Maintenant, la présidente de la République du Congo, son budget, le budget, les fonds de souveraineté sont de 44 milliards 911 millions et poussière. Voilà. Mais Ça, c'est c'est hors caisse noire. hors Hors caisse caisse noire. Ça, noire. c'est ce qui est Voilà. officiel. C'est ce qui est officiel. Maintenant, 3 milliards et demi, 3 milliards, 3 millions 560 000 vont à l'autre là. 3 milliards 300 millions vont au personnel et 41 milliards, ben, voilà quoi, c'est pour la gestion de la présidence de la République. Voyez-vous? Donc, c'est beaucoup d'argent. Si vous multipliez, si vous voyez ce qu'on a construit comme clinique de l'autre côté, ça nous aurait permis d'avoir déjà une clinique de haut standing avec tout cet argent. C'est vrai, l'institution présidence de la République doit vivre, mais bon, avec autant d'argent. Voilà pourquoi le paradoxe est là. On ne peut pas laisser le pouvoir à un autre. Voilà quoi. Mais de façon démocratique. Voilà pourquoi je disais ça, c'est ce qui est officiel, parce que après il y a aussi une masse d'argent qu'on prend comme ça, que personne ne sait par où cela passe. La preuve, c'est quelqu'un qui peut vous prendre un vol, juste un vol, pour 2 milliards de francs CFA. Et quelqu'un m'expliquait d'ailleurs une petite histoire, mais vraie d'ailleurs, Souklati Poiti aurait démissionné à cause de cela, parce qu'il ne comprenait pas que lorsque Sassou Nguesso partait dans son village, tous les deux jours ou 3 jours, sinon une semaine, il fallait lui envoyer encore un milliard. Après, le gars se dit, ben non, ça ne peut pas continuer comme ça. Bref, alors, j'étais sur la projection. Vous avez dit, on peut faire ci, on peut faire ça. Mais le problème, c'est que vous ne nous avez pas donné quelques éléments chiffrés avec combien d'argent on peut faire quoi exactement, parce que c'est cela aussi. On peut bien se mettre à citer ce qu'on peut faire, comme tout le monde sait le faire, mais avec quel budget, à hauteur de combien et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, en fait. Moi, je voulais savoir. Mais le même budget que présente le Congo aujourd'hui, c'est-à-dire 1900 milliards de poussières, okay, ne va pas permettre de rebâtir le Congo que nous souhaitons dans les mêmes conditions. Parce que la fonction publique est pléthorique. Je n'avais pas fini de citer, d'élaguer le balayage qu'il va falloir faire déjà. Donc, il faut faire des audits. Il faut réduire drastiquement le nombre de fonctionnaires. Il y a trop de fonctionnaires. Aujourd'hui, ils disent qu'ils ont 72 000 fonctionnaires. Et qu'on entend encore recruter 90 000. Ça m'étonnerait. Ils ne peuvent pas recruter 90 000 qui vont payer avec l'argent. Ça m'étonnerait. En tout cas, ça a il y été a 72 annoncé, 915 fonctionnaires. Ils veulent en recruter 3 940, pas plus. 3 940. Voilà, jeunes. Généralement, vous savez comment ça se fait, les recrutements au Congo. Maintenant, si vous prenez la moyenne, okay, sachant que le budget alloué à la solde des fonctionnaires est de 379 milliards de francs CFA. 379 milliards, vous prenez la moyenne sur 72 000 fonctionnaires, ça vous fait 433 000 francs CFA par fonctionnaire par mois. Je ne sais pas si au Congo, il y a des fonctionnaires qui gagnent 400 000. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en dehors des généraux, des cadres hors catégorie et des magistrats et autres qui sont affublés de 3 millions et autres de salaires, il y a des travailleurs fictifs qui perçoivent plein d'argent. Il faut que lumière soit faite au niveau du fichier de la fonction publique et de l'armée pour déflater tout, pour comprendre ce qui se, où va l'argent du Congo. Et en ce moment, ce delta peut être utilisé pour le développement du Congo. En ce moment-là, on peut mettre en place un plan de 3 ans, de 5 ans pour dérouler tout ce que je suis en train de vous dire. Parce que si tout l'argent qui est dilapidé, qui est évalué aujourd'hui autour de 50 000 milliards de CFA, pouvait revenir au Congo, en ce moment-là, on peut avoir le métro ou le tramway dans les grandes villes. Ce n'est pas une utopie. Vous voyez? Mais il faut que le Congolais se surpasse
et qu'ils comprennent que le moment est arrivé de se mettre ensemble et de botter en brèche tous ces gens qui ont pris le pays en otage. Parce que c'est des mafieux. Une assemblée, la rumeur circule et 2 jours après, les gens se retrouvent en plénière au Sénat pour valider quelque chose. Mais quelle légèreté! C'est pas possible. Dans quel autre pays, dans quel autre pays pouvez-vous voir cela? Donc, les think tanks se retrouvent à Oyo pour décider du devenir du Congo. Et ils viennent faire un coup d'État, au vu et au su de tout le monde. Ça passe comme une lettre à la poste. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Monsieur Alphonse Maboussou, je rappelle que vous êtes secrétaire général du Congrès pour la Renaissance du Congo. Probablement que vous avez quelque chose de tout à fait spécial comme un message à passer à l'endroit, bien entendu, de ceux qui nous suivent, nos téléspectateurs, mais aussi beaucoup plus les Congolais, parce que c'est cela notre cible. Et nous sommes en 2022, une nouvelle année. C'est quoi déjà? Et vous avez quelques secondes pour cela. Je voudrais saisir cette occasion de cette nouvelle année pour formuler mes vœux les meilleurs à la population congolaise qui souffre tant et de lui demander de garder espoir pour l'avenir parce que son avenir est son destin est entre ses mains, les mains du peuple. Personne ne viendra lui mettre en bouche ce qu'il doit dire ou en main ce qu'il doit faire. C'est à lui de comprendre que le pays est bloqué aujourd'hui et qu'il faille se surpasser ensemble comme un seul homme pour demander des comptes à ces gens qui, depuis plus de 40 ans, ont bloqué le pays parce que le pays n'avance plus. Le pays ne peut plus avancer dans cette logique qui est la leur. Sinon, nous allons applaudir, que nous applaudissons d'ailleurs déjà, des voleurs qui sont là, qui se servent des biens du pays et distribuent des prébendes à ceux qui peuvent venir se courber devant eux au détriment de la majorité silencieuse qui souffre. Regardez les taux de décès aujourd'hui. Les gens meurent d'AVC parce que quand ils voient s'asseoir à la télévision, faire des fausses promesses, paf, ils tombent, AVC. C'est ça le déluge qu'on a promis au Congo. Après moi, ce serait le déluge. Je demande aux Congolais de se ressaisir parce qu'il a encore temps que de prendre son destin en main. Voilà. Eh bien voilà, nous sommes arrivés donc à la fin de cette émission. On retiendra en définitive que le Congo n'est pas en crise, c'est plutôt une stratégie de gouvernement, c'est-à-dire maintenir la population dans la précarité et dans la misère pour mieux l'assujettir. À la population congolaise de prendre conscience si elle veut se libérer. Je vais vous rappeler une chose, c'est qu'on ne libère pas un peuple. Un peuple se libère lui-même. À vous, chers téléspectateurs, qui avez consacré votre temps si précieux à nous suivre aussi, grand merci d'avoir été avec nous. Vous connaissez la prière. Likez, partagez nos émissions et abonnez-vous pour ne rien manquer. On se dit donc à très bientôt, mais d'ici là, prenez vraiment soin de vous car chaque jour est une vie. Merci.